Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle affaire criminelle. Je vais vous parler du meurtre de la jeune Ali Kemp et de la recherche incessante et déterminée d'un père pour retrouver le meurtrier de sa fille. Ali, c'est une jeune femme de 19 ans qui a été retrouvée morte sur son lieu de travail et son père va vraiment tout faire pour résoudre son crime. Alexandra Kemp, de son surnom Ali, est née en 1982. Elle a donc 19 ans au moment des faits. Moi, je vais l'appeler par son surnom tout au long de l'histoire, donc Ali. Ça sera plus simple. Ali vit à Hollywood, au Kansas. Elle a 2 frères, Tyler et Drew. Elle est étudiante, c'est d'ailleurs une très bonne élève. Elle est décrite comme ambitieuse et travailleuse. Et l'un de ses rêves était de se rendre en Russie pour aider les enfants dans le besoin. Donc elle était aussi très généreuse et bienveillante. En juin 2002, au moment des faits, elle vient de terminer sa première année à l'université et elle commence aussitôt un job d'été. Elle commence en fait à travailler à la piscine qui se trouve vraiment à quelques pâtés de maison de chez elle. Et l'un de ses jeunes frères travaille également là-bas. Et donc, elle a été tuée là-bas, à la piscine, sur son lieu de travail. Parlons d'ailleurs tout de suite de son meurtre. Alors nous sommes le 18 juin 2002 et Ali se rend à son quart de travail à la piscine. Le quart de travail signifie en fait travailler à tour de rôle. On peut aussi parler de shift. Mais moi ici je vais vous parler de quart. Bref, en tout cas, son frère qui travaillait donc également là-bas devait prendre le prochain quart pour la remplacer, prendre le relais. Mais quand il est arrivé pour prendre la relève de sa sœur, elle n'était pas là. Donc ce qui était vraiment très étrange. Et après quelques minutes, il était vraiment inquiet, donc il a décidé d'appeler ses parents. Le père d'Ali, qui s'appelle Roger Kemp, est lui tout de suite venu à la piscine pour chercher sa fille. Il l'a cherchée vraiment partout, dans toutes les pièces, et c'est là qu'il l'a trouvée, dans une sorte de salle d'entretien, de salle de maintenance. Ali était couverte d'une bâche bleue, elle était noire, elle était bleue de partout, et il y avait vraiment beaucoup de sang autour d'elle. Roger a alors appelé le 911 et l'appel est vraiment déchirant. Hollywood 911, what is your emergency? I think my daughter's been murdered. Okay, why do you think that, sir? Because she's not moving and she's laying in the schoolhouse. How old is she? She's 19. Okay, stay on the phone. And Don't... she's got blood all over. She's been Okay, raped okay. to death. Stay on the phone. Do not hang up. Allie. There's Claire at 1729. Oh, Allie. Oh, Allie. Oh, honey. Honey. Allie, stay with us. Stay with us. Are you there? She's not moving. She's not moving. Allie, honey. Allie. 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 Allie, come back. Allie, come to us. Allie. Does it appear that she's breathing? I can't tell. Et Ali est morte peu de temps après son arrivée à l'hôpital. Et une fois sur les lieux, la police a retrouvé ses tongs à différents endroits. Ali avait aussi plusieurs morceaux d'ongles cassés. Ils ont ainsi pu déterminer avec ces 2-3 éléments qu'elle s'était battue pour sa vie. Un tube de pommade a également été retrouvé sur les lieux et il était ouvert, il était sans bouchon. Je vous dis ça car vous verrez que c'est un élément vraiment important dans cette affaire. Et toujours sur les lieux, plusieurs traces d'ADN ont ensuite été relevées, que ce soit dans le sang ou sur les vêtements d'Ali. Et après retour d'analyse, eh bien, ils ont pu retrouver, ils ont déterminé qu'il y avait un mélange d'ADN. Il y avait l'ADN d'Ali, évidemment, mais il y avait aussi celui d'un homme. Concernant maintenant l'autopsie, eh bien, elle a déterminé qu'elle avait été battue, que sa clavicule avait été écrasée et qu'elle avait été étranglée. La police a ensuite interrogé plusieurs personnes, notamment le petit ami d'Ali qui s'appelle Phil House. Ils étaient ensemble depuis 5 ans. Donc il a été interrogé et tout d'abord il a déclaré qu'Ali lui avait confié
qu'elle n'aimait pas travailler seule à la piscine parce que les hommes qui s'occupaient de la pelouse, qui s'occupaient de tondre la pelouse, lui lançaient des commentaires et la regardaient assez avec insistance. Phil a été très vite éliminé de la liste des suspects car il avait vraiment un alibi solide. Il a été aussi tout de suite très coopératif et il était aussi très actif dans la recherche. Phil travaillait également à la piscine et le jour de sa mort, Ali l'avait relevé de son quart de travail vers 12 heures. En fait, Phil a travaillé en premier, Ali a pris la relève de Phil et le frère d'Ali devait alors prendre sa relève. En tout cas, on sait donc qu'elle est arrivée au travail vers midi et donc elle a été tuée après 7 heures. Et suite aux déclarations de Phil, les employés qui tondaient la pelouse ce jour-là ont évidemment été interrogés aussi. Eux, ils ont déclaré avoir vu un homme se cacher dans les buissons la veille du drame et apparemment cet homme avait une caméra. Ils ont ensuite déclaré avoir vu le même homme le jour du meurtre d'Ali en train de conduire une sorte de pick-up de couleur beige sur le parking de la piscine. Donc ça, c'est tout ce qu'ils ont dit et il ne semble pas que les enquêteurs les soupçonnaient, eux, malgré le témoignage de Phil. Bon. La police a ensuite découvert que le jour du drame, Ali avait appelé une de ses amies qui s'appelle Laurel pour qu'elle vienne lui faire un petit coucou à la piscine vers 15 h. Et lorsqu'elle a été interrogée, Laurel a déclaré qu'elle était bienvenue à la piscine à 15 h et qu'elle avait même klaxonné pour informer Ali qu'elle était là, qu'elle était devant et donc qu'elle sorte. Mais Ali n'est jamais venu. Par contre, Laurel a déclaré, écoutez bien, avoir vu un homme sortir de la salle de maintenance. Cet homme a également aperçu Laurel et il lui a fait signe. C'est bizarre. Puis il est monté ensuite dans son pick-up. Elle ne le connaissait pas, cet homme, c'était étrange, elle a pris peur, elle ne savait pas c'était qui, donc elle est repartie. Il semble que l'homme que Laurel a vu soit le même homme que celui que les travailleurs ont aperçu. Il semble donc qu'elle ait vu le meurtrier de son ami Ali. Et donc, en regroupant aussi le témoignage de Phil et le témoignage de Laurel, la police a alors déterminé qu'Ali a été tué entre midi et 15 h. Et Laurel et les employés ont ensuite fait une description de cet homme, ce qui a ainsi permis à la police de faire un portrait robot et de le diffuser. Et pour le moment, cet homme est le seul suspect. La famille, les amis et le petit ami d'Ali ont tous été interrogés et ils ont été éliminés de la liste des suspects. Le seul suspect reste donc cet homme et la seule preuve, disons la seule chose que la police a dans ses mains est ce croquis, ce portrait robot. Concernant maintenant un peu les amis et la famille d'Ali, eh bien eux ils ont mené leur propre recherche de leur côté. Ils se sont rendus dans différents endroits de la région, notamment dans des entreprises, autour du campus universitaire d'Ali aussi, afin de distribuer des avis de disparition, mais aussi le portrait robot du potentiel suspect. Roger Kemp, quant à lui, a offert une récompense de 25 000 $ qui a ensuite été augmentée à 50 000 $. Et grâce à cette récompense et à la diffusion du croquis, la police a commencé à recevoir petit à petit de nombreux appels de gens pensant reconnaître l'homme. Et l'un de ces appels les a menés à un homme du nom de James Strater. Quelqu'un trouvait qu'il ressemblait au portrait, mais James a rapidement été éliminé de la liste des suspects car il avait tout simplement un alibi. Il était au travail au moment du drame. Son patron a d'ailleurs confirmé sa présence au travail. Mais en février 2003, près de 8 mois après le drame, James Strater s'est de nouveau trouvé dans le viseur de la police. Car il était recherché au Kansas et au Missouri pour avoir violé plusieurs femmes. Il a finalement été retrouvé dans l'Utah. Il a ensuite été amené au poste de police où il a pu être à nouveau interrogé.
Mais il a une fois de plus été éliminé de la liste des suspects car son ADN a été analysé et ne correspondait tout simplement pas à l'ADN retrouvé sur le corps d'Ali. Roger Kemp était forcément, disons, déçu à ce moment-là, car lui, il pensait vraiment avoir enfin mis la main sur le meurtrier de sa fille, mais ce n'était pas le cas. Cet homme était également un monstre pour avoir violé plusieurs femmes, mais ce n'était pas le meurtrier de sa fille. Le meurtrier d'Ali, lui, était toujours en liberté. Et alors que les mois passent et que l'affaire commence vraiment à stagner, Roger a une brillante idée. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le père d'Ali a tout fait pour résoudre le meurtre de sa fille et découvrir le coupable du crime. Pour ça, il a vraiment été très actif dans l'affaire, il a intensifié ses efforts chaque jour, il a cherché désespérément et par tous les moyens à obtenir justice pour sa fille. Et donc, un jour, 1 an environ après le drame à peu près, il a l'idée de faire parler de la disparition de sa fille sur un grand panneau publicitaire. Bon, aujourd'hui c'est assez courant, on est d'accord, surtout aux États-Unis, de mettre des affiches comme ça de disparition sur un grand panneau publicitaire, les panneaux que l'on peut voir notamment sur les grandes routes, car ça apporte vraiment de la visibilité. Mais en 2002, ce n'était pas vraiment le cas, ce n'était pas courant. On peut même dire que c'est lui qui a apporté cette nouveauté, disons, car suite à cette affaire, la police de toute la nation, des États-Unis, a repris son idée et a commencé à diffuser petit à petit des centaines de cas de disparition et de meurtres non résolus sur ces affiches. En tout cas, pour en revenir, Roger a commencé à faire les démarches, à contacter plusieurs entreprises de panneaux d'affichage pour que la disparition de sa fille apparaisse donc sur un de ces panneaux. Il voulait surtout montrer le portrait robot du potentiel suspect. Vous pouvez voir sur cette photo que sur le panneau, il y a donc le portrait de l'homme et à côté, il est écrit « Le connaissez-vous ». Donc c'est assez impressionnant. Et la technique du panneau d'affichage a rapidement payé, car plusieurs personnes ont ensuite contacté le numéro indiqué. Il y avait donc désormais plusieurs pistes à suivre. Et l'une de ces pistes les a menés à un homme du nom de Teddy Hoover. En fait, c'est une personne qui les a appelés et qui a déclaré qu'il ressemblait au portrait, qu'il vivait aussi non loin du lieu du drame et qu'il conduisait un pick-up marron. Bon, plutôt on a parlé de beige, là on parle de marron, mais bon, d'une personne à une autre, les nuances de couleur peuvent changer. En tout cas, toujours est-il que pour le moment, tout semble correspondre. D'ailleurs, ensuite, les enquêteurs ont découvert que ce Teddy travaillait le jour du drame à la piscine. En fait, il avait une petite entreprise de nettoyage et d'entretien de piscine, et la piscine où travaillait Ali a fait appel à ses services. C'est un prestataire extérieur tout simplement. Bref, il se trouve donc que le jour du meurtre, il était présent sur les lieux du drame. La police est alors allée lui parler et lui a demandé un échantillon de son ADN. Il a refusé, tout net, il a dit non et il a tout de suite demandé un avocat. Donc c'est assez étrange comme comportement. Surtout qu'il s'est ensuite enfui et a déménagé, encore plus étrange. Nous voilà maintenant en 2004, soit environ 1 an et demi après le drame. En 2004, la police reçoit un nouvel appel, une nouvelle information. Et une nouvelle fois, cette information visait Teddy Hoover. C'était donc la seconde fois que la police entendait ce nom dans l'affaire du meurtre d'Ali Kemp. La personne qui les a appelés, cette fois, a déclaré que Teddy et sa petite amie vivaient dans la ville de Bantam, dans le Connecticut. La police de Leawood s'est alors rendue dans le Connecticut et ils ont effectivement trouvé la petite amie. Par contre, l'homme qui vivait avec elle s'appelait Benjamin Appleby. Il avait 29 ans. Mais qui est ce Benjamin et où est Teddy ? Eh bien en fait, Benjamin Appleby n'est autre que Teddy Hoover. En fait, Benjamin est son vrai prénom et Teddy Hoover est un alias.
Il vivait sous le pseudonyme de Teddy Hoover depuis 1997 car il était recherché pour une infraction sexuelle. Il avait aussi déjà été arrêté plusieurs fois auparavant pour vol, pour trouble de l'ordre public, pour d'autres faits, etc. Alors il a pris une autre identité pour éviter à nouveau de nouvelles poursuites. Donc depuis 1997, il vit sous le nom de Teddy Hoover. Mais finalement, grâce à cet appel, il a été retrouvé et donc il a enfin été arrêté. Nous sommes alors en novembre 2004. Et la police a eu une petite idée, en fait pour le persuader de passer aux aveux, avant qu'il ne rentre dans la salle d'interrogatoire, la police a fait une sorte de mise en scène. C'est-à-dire qu'ils ont accroché des photos d'Ali, des photos de la piscine un peu partout dans la pièce. Ils ont aussi placé sur la table une grosse pile de classeurs avec son nom inscrit dessus pour lui faire croire en fait qu'ils ont des gros dossiers, des dossiers importants contre lui. Et quand Benjamin Teddy est entré dans la salle et qu'il a vu les photos et les classeurs, il s'est tout de suite effondré et il a avoué son crime. Donc technique assez simple mais plutôt efficace. Voici maintenant sa confession. Alors il a commencé par dire qu'il était bien à la piscine ce jour-là. Il a dit ensuite qu'il avait vu Ali et qu'il l'avait trouvée vraiment mignonne. Alors il a voulu lui parler, il a essayé de flirter avec elle, il l'a même touchée. Mais Ali a refusé ses avances, elle n'était tout simplement pas intéressée. Alors il l'a suivie jusque dans la salle d'entretien et il a refermé la porte derrière lui. Ils se sont alors retrouvés tous les deux enfermés dans cette pièce. Il a bloqué la porte pour qu'elle ne puisse pas sortir. Ensuite il a dit qu'elle a tenté de s'échapper et qu'elle l'a même frappé en tentant de s'enfuir. Et c'est là qu'il s'est mis en colère, il l'a frappé à son tour, puis il l'a violemment battue et il l'a étranglée. Et une fois morte, il a enlevé ensuite ses vêtements et il a tenté de la violer. Et en fait, voici pourquoi le tube de pommade a été retrouvé sans son bouchon. C'est parce qu'il a tenté de la violer. Il a essayé de se servir de la pommade comme lubrifiant. C'est vraiment abject, c'est répugnant. Ensuite, il a couvert son corps d'une bâche, puis il est reparti à son véhicule. Et c'est donc là, en sortant, qu'il a vu l'ami d'Ali, Laurel. Donc voilà, ça c'est sa confession. Et donc il a reconnu son crime, il a ensuite plaidé coupable de son crime, et en plaidant coupable, en fait, on ne va pas en procès. Sauf que finalement, il s'est rétracté sur ses déclarations, donc finalement, il y aura bien un procès, que nous allons parler tout de suite. Alors lors de son procès, Benjamin Appleby a finalement plaidé non coupable. Il risquait la peine de mort. Mais il a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et coupable de tentative de viol. Il a été condamné à la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle au bout de 50 ans de prison effectuée. Alors voilà, c'en est terminé pour cette triste affaire. Il s'agit encore à nouveau d'une affaire qui finit en drame simplement parce qu'un garçon n'a pas su entendre un non. C'est un crime vraiment atroce, une vie a été enlevée juste parce qu'il n'a pas accepté un simple refus d'aller plus loin. Elle était là, elle faisait son travail, elle était tranquille et il l'a sauvagement tuée. Et cette affaire a pris quand même plus de 2 ans pour aboutir, alors que cet homme travaillait à la piscine. Il était là, il était sur place. Il aurait dû être interrogé et soupçonné depuis longtemps, je pense. Il est d'ailleurs assez étonnant que personne parmi les employés de la piscine ne l'ait reconnu sur le portrait robot. Même si, bon, c'est un prestataire extérieur, peut-être que c'était la première fois qu'il était venu nettoyer la piscine, mais ça reste malgré tout assez étonnant que personne n'ait pensé à lui. Quant à Roger maintenant, le papa d'Ali, eh bien heureusement qu'il a eu cette idée, bravo à lui, car il a tenté par tous les moyens de faire entendre la disparition de sa fille, il l'a vraiment cherché sans relâche. Et s'il n'avait pas eu l'idée du panneau publicitaire, de la campagne d'affichage,
eh bien je pense qu'il est peu probable que l'affaire ait été résolue, ou en tout cas ça aurait certainement pris beaucoup plus de temps encore. Surtout à cause de la double identité du meurtrier, donc Benjamin Teddy. Et dans ces affaires, on peut donc voir que la visibilité est vraiment une chose importante, car ça apporte vraiment de la lumière, ça apporte beaucoup plus de partage. Tout ce qui est télé, médias, réseaux sociaux, ils ont leur côté négatif bien sûr, mais ça marche vraiment pour faire entendre une affaire et atteindre plus de personnes. Ici, en tout cas, la visibilité de l'affaire a engendré des milliers d'appels qui ont ensuite abouti à un appel menant à l'assassin qui a ensuite conduit à une condamnation. Et comme je vous le disais aussi, à la suite de cette affaire, ça a incité aussi la police nationale à utiliser cette idée d'affiche publicitaire dans des centaines d'autres cas avec des taux élevés en plus de réussite. Et à la suite de cette affaire, la famille Kemp a créé une fondation, la fondation Aline Kemp. Cette fondation accorde des bourses aux étudiants locaux et aussi propose des cours d'autodéfense aux filles et aux femmes. Ces cours enseignent aux femmes de tout âge comment se protéger en cas de danger. Et à ce jour, environ 70 000 personnes ont participé à ces cours, 70 000 filles et femmes à travers les États-Unis âgées de 12 à 90 ans. C'est juste incroyable. Et en ce qui concerne maintenant Benjamin Appleby, il a fait appel de sa condamnation en 2017, mais sa demande a été rejetée. Puis c'est 2 ans plus tard, en 2019, que ses avocats ont à nouveau fait appel pour obtenir une réduction de peine, mais cette demande a également été rejetée. Roger Kemp est malheureusement décédé tout récemment en mars 2022 à l'âge de 77 ans. Je suis contente, disons, qu'il ait pu résoudre l'affaire de sa fille avant sa mort, même si je n'imagine même pas la douleur d'un père que de retrouver le corps de son enfant comme ça. Et du coup, je souhaite aussi souligner maintenant rapidement son parcours. Je souhaite juste vous parler rapidement un peu de ses bonnes actions, quel homme il était. Alors tout d'abord, évidemment, il n'a rien lâché dans l'histoire du meurtre de sa fille. Il a permis de résoudre l'affaire. Il a créé une fondation en hommage à sa fille qui a permis à des milliers de femmes de se défendre. Il luttait aussi contre la criminalité et les violences domestiques. Et enfin, il a reçu la médaille du citoyen de la part du président Obama. Et cette médaille est la 2e plus haute distinction citoyenne qu'une personne puisse recevoir. Et enfin, pour terminer cette affaire, ce sont vraiment mes derniers mots, petite anecdote positive. En fait, je voulais juste vous dire que la personne qui a appelé la police, qui les a menés à Benjamin Appleby dans le Connecticut, devait donc recevoir sa récompense de 50 000 $, puisque son information a mené donc à l'arrestation et à la condamnation du coupable. Sauf que cette personne a refusé la récompense et a demandé que l'argent aille plutôt à la fondation Ali Kemp. Alors pour certains, ce n'est probablement qu'un petit détail, mais personnellement je voulais le souligner car je trouve cette action vraiment honorable. Des milliers de personnes appellent et parmi ces personnes, il y a de fausses informations, il y a aussi des canulars, il y en a qui appellent dans le seul but de tenter d'obtenir la récompense. Ici, c'est vraiment une action de cœur de la part d'une personne qui n'est absolument pas tentée par l'argent, mais au contraire qui voulait vraiment et simplement aider une famille. Merci d'avoir suivi cette affaire, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!